Donc comment agir ? Tout d'abord, la première chose, c'est d'éviter de dégrader ce qui reste. Donc c'était l'action préservation, qui est une action en soi, qui nécessite de l'énergie et des moyens à déployer. Et on se base là-dessus sur la séquence réglementaire dans la réglementation française, qui est la séquence éviter, réduire, compenser. Donc l'objectif de cette séquence-là, elle s'applique à la préservation de la biodiversité de manière générale, pas seulement les milieux aquatiques. C'est 0 perte nette fonctionnelle de biodiversité. On est OK ? 0 perte nette, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure pour l'artificialisation. Ça ouvre la porte à de la compensation, mais le triptyque, il est tel que la partie évitée est la plus importante. C'est comme ça qu'est définie la réglementation. En premier et de manière forte, on va chercher à éviter les impacts sur les milieux naturels et sur la biodiversité. En second lieu, on va tenter de réduire, on va réduire l'impact s'il y a un impact résiduel. Et si vraiment cet impact résiduel demeure à l'issue du projet, on doit compenser l'impact résiduel au minimum par un gain de fonctionnalité sur un autre site qu'on va appeler site de compensation, qui présentera un gain au minimum équivalent. Il n'y a pas de maximum. On peut restaurer plus que ce qu'on a détruit. Mais l'idée, cette doctrine est très importante et c'est même ce qui est examiné quand les projets sont soumis à déclaration d'autorisation. C'est la première chose que les services de l'État vont examiner. C'est y a-t-il eu un évitement suffisant ? Ensuite, est-ce que s'il y a des impacts résiduels, est-ce qu'on a cherché à les réduire le plus possible ? Voilà. Donc il y a plusieurs évitements temporels. On va choisir un autre moment, par exemple, pour faire une installation ou des travaux. Donc on évite des périodes de reproduction, par exemple, souvent sensibles. On va faire un autre moment, évitement temporel. On a l'évitement géographique. On va le faire ailleurs. On va faire le projet ailleurs, sur des zones moins sensibles. Etc., etc. Donc c'est une doctrine qui est assez conséquente et que vous pouvez consulter de manière approfondie ultérieurement. Pourquoi on favorise l'évitement à tout prix ? C'est que dans 80% des cas, les mesures compensatoires ne compensent pas les destructions de milieux naturels. Donc il y a une étude assez édifiante qui a été sortie aussi par le Muséum d'histoire naturelle 2019 et finalement la pauvreté des milieux qui font l'objet d'une compensation écologique est avérée, en tout cas sur les panels de sites qui ont été étudiés, et c'est globalement généralisé. C'était très difficile de recréer de la nature soit là où elle n'avait pas existé, c'est encore plus difficile, où elle était vraiment un milieu très altéré, soit même sur des systèmes, par exemple, on voudrait recréer une zone humide là où il n'y en a jamais eu. La probabilité d'échec est quasiment 100%. Et pour l'évitement, je vais parler des règles de SAGE, parce que c'est quand même une spécificité bretonne. Il y a un peu en Pays de la Loire, on voit là sur le côté quelques-uns qui ont copié les Bretons là-dessus, et il y en a d'autres en France, mais il y a cette particularité des règles qui ont été adoptées dans les règlements des sages, de certains sages bretons, et notamment coast-armoricains. Donc là, c'était avant l'adoption la carte est un peu ancienne, mais maintenant on peut ajouter le golfe du Morbihan, avec certains qui ont des protections dès le premier mètre carré. Donc c'est ça va au-delà de la réglementation de la nomenclature loi sur l'eau, qui commence à 1000 mètres carrés. D'autres ont des protections qui copient la loi sur l'eau. Le seuil 1000 mètres carrés, c'est le même, c'est-à-dire qu'en dessous on ne regarde pas, mais au-dessus on examine les dossiers, sauf que la compensation n'est pas possible
quand il y a une règle qui protège les zones humides de la destruction, on demande, c'est l'évitement est systématique. Donc ça renforce en fait la réglementation nationale ERC dans ce sens-là. Et puis après, quand il y a l'absence de règles, eh ben, c'est la réglementation classique qui est en fait on cherche à éviter, à réduire, mais on peut toujours compenser si on le souhaite. Donc il y a l'évitement a été mis en avant notamment par des élus qui ont fait le constat que la compensation ne fonctionnait pas à hauteur des espérances et donc n'allait pas résoudre le problème de qualité de l'eau, etc. Et je pense notamment aux Côtes d'Armor avec la problématique algues vertes, les nitrates, etc. Donc c'est aussi des choix politiques. Donc le projet, il se déroule comme ça, il arrive la séquence, elle s'applique, et puis ensuite les services de l'État accompagnent en fait le projet tout du long, et puis à la fin, on va croiser avec les enjeux du territoire, du droit local aussi, parce qu'est-ce qu'il y a bien une règle de sage, etc., comme on disait, qui vient s'ajouter au moment de l'instruction du dossier. Hein, c'est vraiment à ce moment-là que c'est pris en compte. Les règles dans le SCOT, le PLU, etc. Et puis après, voilà, la procédure classique pour... Et il y a 5 grands commandements sur les zones humides, mais bon, on les a déjà tous détaillés. Réaliser une cartographie, une bonne cartographie, les intégrer efficacement, les protéger efficacement dans les documents d'urbanisme. C'est très important, parce que des fois, il y en a qui sautent. Et notamment, je pense, dans les zones à urbaniser, où il est vraiment conseillé de faire un inventaire encore plus précis que les inventaires, que le protocole qu'on a utilisé pour l'inventaire global des zones humides communales. La maîtrise du foncier pour l'artificialisation du sol aussi. L'entretien, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, la sensibilisation, c'est très important. Voilà. Donc là, on va passer vraiment aux actions là, du coup, de restauration. Là, on parlait de préserver l'existant. Et là, on rentre dans la restauration. Pourquoi on veut inverser le cercle vicieux là. On veut changer de spirale et mener des actions en réponse en modifiant certaines de nos pratiques. Donc là, c'est agricole, mais ça aurait pu être tout à fait une autre pratique, on est bien d'accord. Et de cette manière, on va avoir un effet sur les indicateurs qu'on observe sur l'état des eaux. Donc, quels moyens on a pour agir ? Bon, je vais parler quand même du programme de mesure du SDAGE, parce que c'est quand même un volet important. En Bretagne, le programme de mesure, c'est donc le prochain SDAGE, qui c'est des cycles de 6 ans que vous verrez dans le module gouvernance, mais envisage des travaux à hauteur de 165 millions d'euros par an, c'est-à-dire à peu près 50 euros par habitant et par an, donc pendant 6 ans. Donc ce sont des moyens qui portent en fait sur plusieurs types d'actions. L'agriculture à 40%, les 25% sur l'assainissement, 5% l'industrie et des actions sur la restauration des milieux aquatiques, 30%. Toutes ces actions sont déclinées dans les PAOT au niveau du département. Alors, c'est un sigle qui veut dire plan d'action opérationnel territorialisé. Donc ça, c'est au niveau de chaque département, par les DDT, services de l'État et en concertation avec les territoires. Et puis par les sages, évidemment. Voilà. Donc, je reste dans la planification là. Et pour les milieux aquatiques, puisque nous aujourd'hui c'était notre thème grand cycle, on est sur des sommes, les sommes qui ont été mises, la part des aides de l'Agence de l'eau au 10e programme représente à peu près 10 millions par département, avec un peu moins pour les Côtes d'Armor. Donc ça c'est vraiment purement sur la partie milieu aquatique, donc la partie verte du camembert. Ça, c'est ce qui a été dépensé, on regarde dans le rétroviseur sur cette diapo-là, mais c'est pour donner un ordre d'idée, sur les milieux aquatiques au 10e programme de l'Agence de l'eau.
Donc ça, c'est qui paye ces travaux? Eh ben, les structures qui ont la compétence GEMAPI, donc gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est obligatoire depuis 2020 pour les intercos, qui était déjà dans les tuyaux depuis un certain temps et qui vise à aménager les bassins versants, entretenir, aménager les cours d'eau, les canaux, les lacs et les plans d'eau, défendre contre les inondations, donc c'est le côté PI, protection des inondations, et protéger, restaurer les zones humides. Donc toutes ces compétences-là bénéficient de subventions de l'Agence de l'eau quand les mesures sont inscrites au programme de mesure. Voilà, donc essentiellement les masses d'eau qui sont en état moins que bon, c'est-à-dire mauvais, médiocre ou moyen. Voilà. C'était quand même les moyens financiers, entre guillemets, qui sont nécessaires pour inverser la vapeur. Et puis, Michael, il va détailler un peu, parce que la restauration, c'est une science. Donc, on ne restaure pas les cours d'eau et les zones humides n'importe comment. Donc, c'est pour vous présenter un petit peu les points clés de ces travaux de restauration. Donc, effectivement, on bascule sur la préservation et la restauration de ce qu'on appelle l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc, l'hydromorphologie, c'est un terme un peu barbare qui va regrouper, on va dire, toutes les caractéristiques physiques et fonctionnelles au niveau de l'hydrologie des cours d'eau. Donc par exemple, quand vous allez chez un docteur faire un bon point, il a tendance à vous mesurer, à vous peser. Ça correspond à une partie de l'hydromorphologie où là on mesure les rivières. On mesure les largeurs, les profondeurs, les sinuosités, la granulométrie. C'est vraiment les caractéristiques physiques qu'on va chercher à décrire quand on parle d'hydromorphologie. Et c'est de comprendre comment le milieu fonctionne en fait. Et pourquoi on en est arrivé à vouloir restaurer des cours d'eau? C'est parce que dans les années 95, il y a une synthèse qui a été réalisée qui s'appelle Impact écologique des travaux de chenalisation des cours d'eau. Le fait de chenaliser les cours d'eau, c'est le fait de les mettre en ligne droite, de les approfondir, de les curer, de les endiguer, de les surentretenir. Et en fait, ils ont fait un constat qui était relativement sans appel, de 170 pages pour ceux qui ont des difficultés d'endormissement, et qui va lister et détailler en fait tous les impacts profonds d'avoir modifié en profondeur ces rivières en fait. Et ce qui s'était rendu compte notamment dans cette publication, il y en a peut-être qui ont connu un insecticide qui était utilisé à l'époque, qui s'appelait le DDT, un insecticide très fort. On voyait que il y a un graphique que j'aurais dû remettre ici, mais j'ai oublié, sur un peuplement de poissons, quand on utilisait du DDT à proximité directe d'un cours d'eau, on avait 90% de la mortalité piscicole. Donc sur 100 poissons, il y en a 90 qui mouraient. Et il fallait attendre 5 à 6 ans pour retrouver un peuplement comparable. Donc avant, c'était utilisé tous les ans, donc ce qui fait qu'on avait les rivières qui étaient concernées, elles étaient propres, quoi. Il y avait plus d'espèces dedans. Et le seul truc qui les a inquiétés, les scientifiques, c'est quand ils ont commencé à étudier ce qui se passait après avoir passé la pelle dans un cours d'eau, ils se sont vus qu'on avait 95% de mortalité. Mais par contre, autant le DDT, la courbe remontait après les années si on n'utilisait plus, autant là, ça restait à plat en fait. Et ils se sont dit, mince, quand on passe une pelle mécanique dans un cours d'eau, si le cours d'eau n'est pas très pentu ou n'a pas énormément d'apport des cailloux de l'amont, il n'arrive pas à se restaurer en fait. Et ce qui fait que les atteintes peuvent être sur plusieurs décennies, voire quasiment irréversibles dans certains cas. C'est pour ça que l'homme peut réintervenir dans un second temps. Ça nous arrive à tous des fois de faire des erreurs, de se dire « Ah mince, j'aurais pas dû faire comme ça ». Là, c'est un peu le bon sens humain aussi et des collectivités, c'est de se dire « On a fait des travaux pendant un temps, mais on se rend compte qu'ils n'auraient pas dû être faits de cette manière. Donc on va faire réintervenir les mêmes outils. » Donc c'est des pelles mécaniques qui restaurent les cours d'eau actuellement, mais qui sont utilisées différemment en fait. Et ce qui fait que c'est une sorte, pour restaurer les rivières, on a une sorte de grosse boîte à outils, ce qui nous permet de restaurer des cours d'eau en milieu urbain, en milieu forestier, en milieu prairial, en milieu de culture. Dans tous les types de contextes, on peut restaurer les rivières. C'est une grande boîte à outils. Il y a une vingtaine de techniques qu'on peut hybrider, mixer, qu'on va vraiment mettre au bon endroit. Et en fait, ça va permettre de redonner une meilleure fonctionnalité au cours d'eau. Donc ça va être des remises en talvec, du reméandrage, de la recharge granulométrique, de la replantation de bandes boisées ou de ripisylves, etc., etc. Et l'idée, c'est redonner une capacité de la rivière à rendre ses différentes fonctions, en termes de qualité d'eau, de quantité d'eau, de réduction du risque inondation, d'épuration des nitrates,
il y a un petit exemple à retenir sur l'épuration des nitrates au printemps. Ça, c'est une étude qui a été reprise dans une publication d'Oraison et ses collaborateurs en 2011. C'est un document de 40 pages. Et ils avaient fait une modélisation, ils avaient essayé de voir qu'est-ce que ça donnait. 2900 km de cours d'eau à méandre. Si on les mettait en ligne droite pour l'épuration des nitrates au printemps, quel linéaire il faudrait pour avoir le même effet? Et ils s'étaient rendu compte que si on mettait ces cours d'eau en ligne droite, il faudrait 40 000 km de cours d'eau en ligne droite pour faire le même travail que les 2900. Donc on a un ratio 10 de longueur quasiment quand on supprime ces éléments. Et c'est ce petit document, la diapo de l'étude de 40 pages a été faite dans un petit document de 5 pages qui est très bien pour les élus. C'est restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau et mieux maîtriser les nutriments, une voie commune. Ça va expliquer et détailler en fait en quoi le cours d'eau peut s'apparenter à une petite station d'auto-épuration naturelle. Et en 2 mots pour expliquer, c'est que dans un cours d'eau, en fait, un cours d'eau qui fonctionne bien, en surface, il y a un fort taux d'oxygène, et quand on descend dans les cailloux, le taux d'oxygène il diminue. On est à 11, quand on descend à 1 cm dans les cailloux, on descend à 9, à 5 cm, on descend à 8, ainsi de suite. Et ce qui fait que dans une rivière, on a des zones avec de l'oxygène et des zones sans oxygène. Et pour tous les élus qui ont visité les stations d'épuration, dans les visites, on vous explique qu'il y a des bacs qui fonctionnent en aérobie, donc avec oxygène, et des bacs en anaérobie. Donc en fait, dans une rivière, c'est des fonctionnements vraiment relativement similaires qu'on va observer, avec des mécanismes avec oxygène, sans oxygène, le rôle des bactéries, des champignons, des temps de résidence, et c'est ça qui permet d'améliorer la qualité des eaux. Donc ça passe par les zones humides, ça passe aussi par les cours d'eau. Et là, c'était la préservation et la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau. Un petit point sur la continuité écologique, on en a parlé, plus de 110 000 obstacles sur les grands cours d'eau français, sachant qu'on a étudié dans cette base que les grands cours d'eau. Donc il y a vraiment un intérêt de limiter la fragmentation des écosystèmes. Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cours d'eau. Quand on voit un cours d'eau qui est tout plat à cause d'un effet d'un barrage, quand on le rouvre, s'il a un tout petit peu de pente, on peut retrouver vraiment des rivières naturelles en fait. Après, par contre, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment faire un diagnostic pour voir comment ça va évoluer, quelles précautions prendre. En fait, c'est pas anodin de supprimer un seuil ou un ouvrage. Et comme on disait, c'est pas systématique. C'est après une étude où on étudie différents scénarios, où on retient celui-là qui est le plus adapté. Mais dans le cas où il y a des ouvrages qui s'y prêtent bien et où on serait amené à supprimer les espèces, à supprimer les ouvrages, ce qui est bien, c'est qu'on garantit la libre circulation pour toutes les espèces. Ce n'est pas uniquement les espèces visées par le dispositif de franchissement. C'est autant que pour la montée que pour la descente, parce que des fois, on peut faire des très belles passes à poissons sur un ouvrage, mais l'ouvrage, pas de bol, il a un radier béton. Donc le saumon, il monte par la petite passe à poissons, mais un saumon, il revient en mer ou il redescend, il se balade. Comment il fait pour redescendre? Des fois, quand il chute de 2 mètres sur un radier béton, je ne sais pas si vous avez fait des fois dans votre vie une chute de 2 mètres sur un parking, mais ça ne fait pas de bien. Et les poissons, c'est des vertébrés aussi, donc ça ne leur fait pas de bien non plus. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des systèmes qui marchent bien pour la dévalaison. Et l'autre point intéressant, c'est que quand on parle continuité, nous, c'est pas que les poissons qui nous intéressent. C'est vraiment qu'on arrive à retrouver une dynamique de fonctionnement de cours d'eau à la place des anciens barrages, où on trouve une succession de zones rapides et de zones lentes. Et c'est ça qui est intéressant. Normalement, tous les cours d'eau, c'est mécanique. Tous les 6 fois la largeur d'un cours d'eau, on tombe sur une zone rapide qu'on appelle un radier. Les pêcheurs le savent, les radiers, ou même les randonneurs, ceux qui vont aux champignons, quand vous êtes sur une zone de forêt, vous êtes en plein hiver, les niveaux d'eau sont un peu forts, vous avez des petites chaussures. Si vous devez franchir une rivière, vous allez le faire au niveau des zones de radier. C'est là où l'eau est faible et où il y a des cailloux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 6 fois la largeur du cours d'eau, il y a des zones de radier. Donc si vous avez un cours d'eau qui fait 4 mètres, vous pouvez parier avec votre ami que tous les 20-24 mètres, vous allez tomber sur ces zones de radier en fait. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que la mécanique des cours d'eau crée une diversité naturelle qui est extrêmement forte et qui permet la conciliation d'espèces qui ont besoin d'eau courante, d'espèces qui ont besoin d'eau lente. Et tout ça, c'est ça qui crée vraiment cette diversité dans les cours d'eau. Et quand on crée un gros ouvrage avec un plan d'eau sur 2 km, on va noyer tout ça en fait. Et ça, c'est un fonctionnement qu'on va trouver que sur les écosystèmes cours d'eau. Un point aussi, il y a vraiment un intérêt à restaurer les zones humides. Ça, on en a beaucoup parlé qu'on était environ aux 2/3 de la superficie des zones humides originelles françaises qui avaient été détruites. Et ça peut se faire dans tout domaine, en milieu forestier, en milieu agricole, en milieu urbain. Là, pour changer de l'exemple agricole, on prend un exemple forestier aussi, on prend tous les exemples. Travaux des années 70
en forêt de Camors, à côté de Beau, forêt domaniale, où il y a eu un drainage qui a été très fort mis en place. Donc tous les tranchées, c'est des tranchées oranges, c'est des fossés qui ont été mis pour assainir le bois. Et c'était pour planter des épicéas de Sitka. Après quelques années d'exploitation, il y a eu un constat, c'était que c'était pas si rentable que ça économiquement. En plus, quand les engins passaient, les sols étaient détruits, c'était pas évident de replanter par la suite. En plus, sol très humide, donc apparition du dendroctone sur les épicéas, donc beaucoup d'individus qui étaient morts sur pied, ça marchait pas comme prévu. Donc il y a eu un intérêt de mettre en place en lien avec le syndicat de la vallée du Blavet, le SAGE Blavet, l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité, un projet de restauration ambitieux qui a permis de dédrainer en fait cette petite tête de bassin versant. Donc là, c'est une opération de dédrainage qui a été menée et il y a un suivi qui est actuellement en cours pour exploiter tous les résultats. Mais on voit déjà que les nappes se rechargent, que les espèces, on a retrouvé un bien meilleur fonctionnement au niveau végétal, au niveau animal. Les truites continuent à bien remonter et arrivent de nouveau à se reproduire au niveau des petites classes. Donc ça marche vraiment bien et assez vite. Et pour restaurer des zones humides aussi, une des solutions, ça peut être dans certains cas de supprimer certains plans d'eau en barrage qui commencent à poser des soucis des fois pour les collectivités. Parce qu'un plan d'eau, ça n'a pas été vendu à l'époque quand ça a été créé, mais ça a une date de péremption, un plan d'eau en fait. Quand il est créé sur un cours d'eau. Parce qu'un plan d'eau qui est créé sur un cours d'eau, il barre le transit sédimentaire. Donc ce qui fait qu'il va se combler naturellement au fil des ans. Et en plus, c'est des ouvrages qui ont souvent des problématiques de résistance en termes de structure au bout des décennies, voire des centaines d'années. Donc selon le niveau d'entretien, c'est ça le deuxième point qui va générer leur date de péremption. Donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre de collectivités qui envisagent de supprimer certains plans d'eau. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de plans d'eau qui ont été faits sur des zones humides. Donc des fois, quand on retire le plan d'eau, on retrouve un cours d'eau, un fond de veille naturel, une zone humide, et on peut retrouver des usages aussi sur le site. Donc c'est pas forcément... Ça c'est pareil, c'est les études au cas par cas, il faut voir là où c'est le plus adapté. Mais dans le cadre du changement climatique, il faut savoir que les espèces de truites fario, on l'observe déjà, il y a une régression du linéaire où ça peut encore vivre. On voit que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les salmonidés d'arriver à résister aux effets du changement climatique, au profit d'autres espèces plus tolérantes qui affectionnent les eaux chaudes. Donc on voit que l'habitat favorable entre 92 et 2003-2008, elle a déjà commencé à bouger, parce que les cours d'eau, c'est le premier thermomètre du changement climatique en fait. Ça bouge vraiment très vite. En un siècle, on a déjà eu 1 degré de différence au niveau des températures des eaux, donc ça commence à bouger, et là ça s'accélère. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour arriver à maintenir l'habitat, sachant que nous on commence à le faire en ville. L'espèce humaine, on arrive bien à commencer à anticiper en ville. Qu'est-ce qu'on fait ? On replante. On fait sauter des zones bitumées dans des maisons de retraite, dans des crèches, dans des écoles primaires, dans des lieux de vie pour retrouver de la fraîcheur. Mais il faut se dire, on n'est pas tout seul, quoi. On vit dans les territoires, mais on vit aussi avec toutes les espèces qui nous entourent et sur lesquelles dépend notre fonctionnement et notre survie à long terme. C'est pour ça qu'il faut aussi se dire, on plante des arbres en ville, mais les cours d'eau qui n'ont plus du tout, il y a certains cours d'eau qui n'ont plus du tout d'arbres sur tout leur tracé, des fois sur des kilomètres. Une bande boisée naturelle qu'on appelle la ripisylve, ça diminue de 4 à 5 degrés la température de l'eau. Donc un cours d'eau avec ou sans ripisylve, c'est énorme la différence. Donc un des excellentes solutions pour limiter l'impact du changement climatique, c'est vraiment d'arriver à retrouver cette zone boisée qui, en plus de contrôler les régimes thermiques et lumineux, va fournir de l'alimentation naturelle et équilibrée aux organismes qui vont vivre dedans. C'est presque les 5 fruits et légumes. Les organismes qui vivent dans les cours d'eau, ils ont besoin des différentes essences forestières qui constituent naturellement les bandes boisées. Pourquoi ? Parce que les feuilles tombent pas au même moment de l'année et elles se dégradent pas à la même vitesse. Et ça va permettre à l'ensemble des organismes de manger toute l'année en fait. C'est pour ça qu'éviter de faire des ripisylves avec une seule espèce, parce que les feuilles tombent au même moment en fait. Le système naturel est bien fait, mais il faut juste essayer de bien le recopier, sinon on peut créer des petites erreurs. En plus, ça protège des nutriments et des polluants. Et ça stabilise les berges. Vous aurez souvent la question par des riverains qui vous disent « Oh mais ma berge, elle n'arrête pas de reculer, là c'est compliqué, je veux enrocher, je veux mettre des pales planches, je veux bétonner. » Il faut leur dire « mais attends, tu sais comment on fait pour tenir une berge ? C'est facile, hein, c'est juste une strate herbacée, donc il faut arrêter de passer la binette dessus, sinon si t'as même pas un gazon, ça va pas tenir. Si tu vois que c'est pas suffisant, laisse une petite strate arbustive. Si tu es vraiment en pleine ville, tu peux pas laisser des grands arbres. Rien qu'une strate arbustive, ça va te fixer la berge, ça va bien marcher. Et si tu es plus en campagne,
Les arbres, ils sont faits pour ça, et ils le font gratuitement. Ils vont tenir les berges de manière extrêmement efficace. Et pareil pour la problématique des plans d'eau dans le cadre du changement climatique. En été, entre l'amont et l'aval d'un plan d'eau en barrage sur une tête de bassin, c'est 10 degrés de différence de température. Donc 10 degrés, c'est énorme. Pour tous les organismes qui vivent dans des cours d'eau, en fait, plus on va vers l'amont, plus on est sur des eaux fraîches. Donc si on sait bien, pour ceux qui se baignent sur les plages bretonnes, si on avait 10 degrés de différence sur les plages, ça changerait tout. Pour les organismes qui vivent dedans, ça change tout, mais dans l'autre sens. Donc il faut vraiment intégrer ces problématiques de changement climatique. Et je vais laisser à Hélène la suite. Alors là, c'est par rapport à la quantité d'eau. Quelles sont les solutions? Alors, on ne va pas détailler complètement tout, mais je vais quand même évoquer quelque chose qui vous concerne particulièrement, qui est aussi de la responsabilité des sages, puisque le SDAGE confie aux sages ce soin d'étudier, en fait, d'améliorer la connaissance déjà dans un premier temps autour de l'hydrologie. Quel débit dans nos cours d'eau? Comment ça varie au cours de l'année? Comment ça évolue dans le temps avec le changement climatique, etc. Notamment en prenant en compte donc le climat. Comment réagissent les milieux? Quels sont les enjeux des milieux sur vos territoires? Qu'est-ce que vous avez, vous, à préserver? Et puis les usages surtout. Quels sont les usages? Quels sont les prélèvements qui sont effectués dans les cours d'eau et dans les eaux superficielles sur votre territoire? Donc ça, on appelle ça du doux nom des études HMUC. Et c'est vraiment les sages qui sont chargés de réaliser ces études. Donc le but dans ces études, c'est que tout le monde soit autour de la table, tous les usagers et aussi les experts, et qu'on réunisse le maximum de connaissances possibles. Le but étant à la fin, à partir de cette connaissance, si elle est suffisamment solide, de gérer la ressource grâce à des volumes prélevables qui sont réglementés dans le règlement du SAGE. Donc ça, c'est l'aboutissement. Alors, il n'y a aucune étude HMUC qui n'est terminée en Bretagne. Il y en a quelques-unes qui se lancent en Côte d'Armor. Et par contre, c'est sa petite cousine, les études volume prélevables, il y en a eu beaucoup en Pays de la Loire, parce que ça fait Marais Poitevin, etc. Et ailleurs en France, à Dour-Garonne, parce que ça fait longtemps qu'eux sont confrontés à des problèmes de quantité sévères. Et puis, par contre, nous, la Bretagne, on n'était pas forcément inquiétés par ces questions, et ça devient de plus en plus prégnant. Donc, important, voilà, si vous entendez ce mot HMUC, c'est bien une étude sur l'amélioration des connaissances avec vocation derrière à gérer les volumes et à distribuer les volumes entre les usagers. Donc les solutions, puisqu'on est là sur comment agir, il y a donc cette amélioration de la connaissance, réglementer les prélèvements éventuellement derrière, et puis il y a après agir sur des économies d'eau. On est bien là-dessus. C'est la sobriété qui est à rechercher avant tout. Donc optimiser les consommations, agir sur la ressource brute avant potabilisation. Est-ce qu'on doit potabiliser toute l'eau du territoire? Voilà des vraies questions en fait pour les différents usages. J'ai vu la question. Et après, ceci pourquoi? En fait, pour n'envisager éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour des retenues de stockage d'eau. Est-ce que ce serait une solution de stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été là où elle est la moins abondante? Et avant cela, bien sûr, nous, ce qu'on met en évidence, c'est que même si ces prélèvements ont lieu en hiver, au moment où les cours d'eau ont un débit très important, il y a aussi un impact. Ces prélèvements qui sont parfois très importants, notamment via des barrages ou via des retenues collinaires déconnectées du réseau hydrographique, atteignent des pourcentages très importants du débit moyen des cours d'eau. On peut avoir jusqu'à 30% de réduction du module, sur certains de modules, c'est le débit moyen, de certains cours d'eau en hiver. C'est pas du tout anodin, notamment pour certaines espèces qui se reproduisent pendant l'hiver. Après, on a aussi des effets du coup sur le régime. On change le régime hydrologique du cours d'eau, son comportement dans les saisons.
Et donc, avec, ce qu'on préconise, c'est une grande vigilance vis-à-vis de la création de ces retenues qui, une fois qu'elles sont créées, sont la plupart du temps remplies à tout prix, puisque c'est quand même un certain coût d'investissement. Donc, voilà, grosse prudence sur ces... Attention aux débits hivernaux aussi. Ne focalisons pas uniquement sur les débits, les sécheresses estivales. Sachant en plus que toute cette eau, notamment qui déborde des cours d'eau l'été, comme on a vu, c'est normal que l'eau déborde, que les cours d'eau débordent. Elle contribue à la recharge des nappes sur l'ensemble du bassin versant. Et donc, c'est cette recharge qu'on menace en fait en créant des retenues artificielles pour cet usage. Donc, vigilance. Et je vais, avant de passer la parole à Romain, je voulais parler du rôle du bocage. C'est un peu plus éloigné que le sujet eau, mais c'est quand même directement corrélé par rapport au comportement de l'eau dans le bassin versant. Le cloisonnement total d'une parcelle par des haies constitue en fait une zone de stockage plus ou moins naturelle ou au moins de ralentissement pour certaines crues. Et là encore, c'est le maillage qui est important. Il y a des angles, donc il y a une étude intéressante qui est menée en Normandie en ce moment